C'est le prix à payer de notre engagement en Ukraine, nous fait bien comprendre Vladimir Poutine désormais. Le président russe menace directement l'Europe et les soldats français qui iraient en Ukraine. N'importe quelle force occidentale sera une cible légitime pour l'armée russe, prévient-il au lendemain de la réunion des alliés européens de Kiev et alliés non européens consacrée aux garanties de sécurité. Écoutons-le. Quant à la présence éventuelle de contingents militaires occidentaux en Ukraine, c'est l'une des causes profondes de l'implication de l'Ukraine dans l'OTAN. Par conséquent, si des troupes apparaissent dans cette région, en particulier maintenant, pendant les hostilités, nous considérons qu'elles constitueront des cibles légitimes à détruire pour l'armée russe. Allons plus loin avec nos invités. Accueillons le général François Chauvency, bonjour. Bonjour. Consultant géopolitique pour LCI. Claire Cambier, bonjour. Bonjour. Grand reporter, éditorialiste international pour LCI. Arthur Königsberg, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur d'Eurocréative et spécialiste de l'Europe centrale. Claire, Poutine dit ouvertement qu'il ciblera les soldats européens, donc les soldats français, qui iront, peu importe où, sur le sol ukrainien. Est-ce qu'on vient de passer un cap ? Alors il souligne quand même qu'il ciblera ces troupes-là si elles viennent notamment maintenant, quand les combats sont encore en cours. Il ne parle pas de d'après le cessez-le-feu, alors que c'est ça le plan de la coalition des volontaires. C'est bien de mettre en place des forces de réassurance sur le terrain, à l'arrière du front, une fois qu'il y aura vraiment un cessez-le-feu. Mais il a très bien compris, menaces, Claire. Bien sûr, évidemment. Mais ces menaces, d'ailleurs, elles ne sont pas nouvelles. Cela fait des mois et des mois qu'on entend cette petite musique. À chaque fois, les Russes ont martelé que ce plan ne leur allait pas, qu'il n'était pas envisageable pour eux d'avoir des troupes qui appartiennent à l'OTAN notamment. Et c'est ça qui leur pose problème. Pour eux, ils ne sont pas neutres et donc ils ne peuvent pas assurer la paix dans le pays. Général Chauvency. Oui, il y a une certaine confusion dans le discours, mais pour l'instant, tout le monde est très clair sur la question. Que ce soit d'ailleurs Vladimir Poutine, parce qu'il le dit aussi dans une partie de son discours, mais aussi le président Macron hier, il n'y aura pas de force européenne, je dirais, pour faire simple, sur le territoire ukrainien s'il n'y a pas d'accord, donc finalement une protection juridique des troupes déployées. Donc je dirais qu'on est surtout dans l'animation du paysage communicationnel. Il s'agit de faire peur, il s'agit de perturber, mais en fait tout le monde est d'accord. Il n'y aura pas de troupes comme ceci qui seront dégagées sur le terrain avant un quelconque cessez-le-feu. Voilà. Donc je crois qu'on est dans l'animation diplomatique, puisqu'il s'agit aussi de préparer la suite, de mettre des points de repère toujours aussi fermes pour que, dans les cas des négociations, ça soit abordé d'une manière ou d'une autre. Mais néanmoins, ce que disait tout à l'heure Jérôme Garot, le principe, il est allé compter. Alors moi, je ne suis pas allé compter. Il y a 6 fois, le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, a précisé qu'il ne pourrait pas y avoir de troupes européenne, quelle qu'elle soit, avant, pendant et après, en gros. Ah oui, donc en fait, c'est pas un problème de calendrier d'envoi des troupes. Voilà, donc pour nous, pour l'instant, c'est un problème de calendrier. Oui. Et après, c'est les négociations qui doivent aboutir à un accord, oui ou non. Et puis, ensuite, il y a quand même ce qu'a dit Lavrov depuis le départ. Maintenant, pour revenir à la neutralité des troupes, il est certain que déployer des troupes d'autres États sur un territoire, si elles ont une coloration, je dirais, en termes politiques de soutien à l'un des belligérants, c'est difficile à admettre. On l'a vu dans tous les conflits. Du côté russe, de l'autre côté, il y aura des Chinois. D'envoyer des troupes chinoises, idée qui avait été reprise un temps, en tout cas, par le président américain lui-même. Voilà, donc il y aura un équilibre. Si jamais il y avait une force d'interposition, et ce n'est pas de ce dont on parle, hein. Pour nous on parle de force de réassurance, ce qui n'est déjà pas tout à fait pareil, mais si jamais il y avait la solution troupe d'interposition, qui à mon avis serait une solution recherchée par les Russes. On va en parler justement dans quelques instants. Mais je me souviens d'une interview de Thierry Burkhardt qui vient de faire ses adieux aux armées, ancien chef de l'état-major des armées français, qui disait... Si on va en Ukraine, même si c'est pour intégrer les forces de réassurance, il faut assumer le risque. Oui. C'est ce que vous dites. Donc, est-ce qu'il faut aussi être honnête vis-à-vis des opinions publiques européennes et dire, même si c'est après un accord de cessez-le-feu, il y a un risque. Quand on se dit dans un pays étranger et qu'on a une force de réassurance, on peut devenir une cible. Je dirais que les forces militaires ne sont pas là pour faire la police, elles sont là pour assurer une mission de combat, y compris défensif. Et que oui, il faut avoir une politique de réassurance, je dirais, morale de nos concitoyens. D'un autre côté, on l'a bien vu dans les conflits précédents, ça fait quand même un certain nombre d'années que nous, les Français, on fait la guerre, quoi qu'on puisse en dire, et avec des opinions publiques, finalement, pas très intéressés par ce qu'on faisait. Alors peut-être que le fait que ce soit en Ukraine, que ce n'est pas très loin,
et qu'il y a aussi des mouvements pro-ukrainiens en France qui agissent pour donner finalement une certaine sensibilité à la question. Ça posera peut-être la question un peu différemment, c'est-à-dire que oui, on peut perdre des soldats. Oui, on peut avoir des blessés, on peut avoir des morts, ils vont revenir dans des cercueils. D'un autre côté, je dirais, d'un côté, une armée qu'on emploie, c'est le risque qu'elle prend. Et puis il y a le risque politique. Est-ce que le pouvoir politique, quel que soit le pays, sera capable d'assurer le retour des cercueils vis-à-vis de son opinion publique? Eh oui, Arthur Koenigsberg. Oui, Vladimir Poutine et l'administration russe restent complètement cohérentes avec le narratif qu'elle déploie en réalité depuis 2005-2007, qui est que la montée en agressivité de la Fédération de Russie serait due à une extension de l'OTAN sur les territoires d'Europe centrale et orientale. Et il faut se souvenir qu'en 2014, lorsque les Russes font cette première annexion de la Crimée et d'une partie du Donbass, c'est en réaction à un possible rapprochement de l'Ukraine vis-à-vis de l'Union européenne, vis-à-vis possiblement de l'OTAN. Et lorsque les Ukrainiens mettent dehors le président vassal du Kremlin, Yanukovych. Donc, le 24 février 2022, lorsque Vladimir Poutine fait cette invasion totale à grande échelle de l'Ukraine, c'est pour soumettre l'Ukraine, l'éloigner complètement de l'Europe et de l'Occident. Aujourd'hui, le voir accepter que des troupes européennes, des troupes de pays qui sont dans l'OTAN, qui sont attachés aussi à l'Occident, à la relation transatlantique, tout ce que détestent les Russes, c'est inenvisageable et ils sont très clairs là-dessus. Mais en réalité, les Européens, lorsqu'ils travaillent cette question, ce n'est pas un message qu'ils envoient à Poutine, c'est un message qu'ils envoient à Trump. Parce que Trump, depuis qu'il est revenu à la Maison-Blanche le 20 janvier, leur a signalé, leur a dit « moi je veux une paix, je veux qu'on aille à la table des négociations ». Et il leur a dit plusieurs fois « je trouve que les Européens ne facilitent pas les choses, que vous êtes des va-t-en-guerre, que vous ne préparez pas de garantie de sécurité, etc. » Les Européens ont créé cette coalition des volontaires pour créer des conditions et des garanties de sécurité solides pour l'Ukraine en cas d'accord de paix. Ils ont rendu leur copie hier au président Trump. Maintenant, la balle est dans le camp du président américain. Est-ce qu'il est capable de ramener Vladimir Poutine à la table de négociation pour des négociations sincères? On en est là. On reviendra sur la question justement de l'engagement américain. Ne mettez pas les pieds en Ukraine, c'est vraiment l'avertissement lancé par Poutine, par le Kremlin. Regardez ce que dit Dmitri Peskov. Les Européens entravent le règlement du conflit en Ukraine, ils n'y contribuent pas. L'Europe poursuit ses tentatives de faire de l'Ukraine le centre de tout ce qui est anti-russe. C'est-à-dire qu'en fait, que ce soit avant, après le cessez-le-feu, ça ne plaît pas à la Russie, qui est une force qui peut garantir la sécurité de l'Ukraine. Évidemment, et ce qu'avait dit déjà dans le passé, c'était en mars dernier, le président français, c'est qu'il n'y avait pas besoin finalement d'attendre cet accord russe. Pour lui, il n'y a pas vraiment bon espoir d'obtenir un traité pour obtenir la paix. On aura peut-être un cessez-le-feu, pas forcément un traité de paix. Et dans ce cas-là, envoyer les troupes européennes serait aussi une solution sans accord des Russes. Arthur Koenigsberg, selon vous, jusqu'où le Kremlin est-il prêt à aller? Le Kremlin, actuellement, est dans une phase de gestion du président américain. C'est-à-dire que le Kremlin s'est bien rendu compte qu'en juillet, Donald Trump se sentait complètement humilié par le non-arrêt des combats et la volonté toujours affirmée, et qui s'affirme aussi sur le terrain militaire, de continuer d'avancer. Et surtout, et ce qui choquait l'opinion américaine, la femme du président américain et peut-être le président américain lui-même, c'était les frappes intensifiées sur des infrastructures civiles. Ça, on sait que les Russes ne renonceront à aucune cruauté envers le peuple ukrainien pour les faire plier. Maintenant, il y a quand même un enjeu stratégique pour les Russes, qui serait de ne pas braquer la nouvelle administration américaine et Donald Trump. Et donc on sent qu'effectivement les Russes ont besoin parfois de lui donner des gages. Ce qui s'est passé à Anchorage, c'était aussi un gage, même si en réalité ça ne s'est pas forcément bien passé, parce que les principes de réalité et les intérêts stratégiques des deux pays sont tellement opposés qu'en réalité ça ne peut pas bien se passer entre les États-Unis et la Fédération de Russie. Mais aujourd'hui, la Russie est plutôt dans une position de gestion de Trump, en attendant qu'il se lasse définitivement du dossier ukrainien et qu'ils disent
je ne suis pas parvenu réellement à les mettre à la table des négociations parce que ce sont des enfants et qu'ils veulent continuer à se faire la guerre, comme ils les comparent toujours à des enfants qui se font la guerre dans un bac à sable. Les Russes attendent que ça, attendent qu'ils lâchent l'Ukraine et les Européens, et que ce soit plutôt qu'aux Européens de soutenir l'Ukraine. Et là, effectivement, ça deviendra très problématique pour l'Ukraine de tenir sans un potentiel renfort du soutien américain. Alors Vladimir Poutine joue la montre, on l'aura compris, et il veut faire peur aux Européens, aux Français, aux opinions publiques. Mais cette menace est prise très au sérieux depuis longtemps. Est-ce que Vladimir Poutine est en train de construire un narratif qui pourrait justifier une éventuelle attaque sur le sol européen? Sur ce point, écoutez ce qu'avait dit sur LCI Nicolas Lerner, le patron de la DGSE, le service des renseignements extérieurs français, face à Darius Rochebin, c'était début juillet. En effet, en assumant aujourd'hui que la Russie est menacée par l'essor des démocraties à ses portes et à ses frontières, pose les bases de ce qui, potentiellement, un jour, serait une intervention militaire. Et le deuxième élément, là aussi, très clair et très assumé dans les discours de ces idéologues et du président Poutine, c'est une forme de nostalgie de l'Empire russe. Les idéologues auprès de lui indiquent régulièrement que la Russie sera empire ou ne sera pas, ce qui, là aussi, pose les bases idéologiques, conceptuelles, d'une action qui, un jour, peut-être sera militaire. Et c'est ce qui justifie que la France, avec ses partenaires de l'OTAN, s'y prépare, sans céder à la peur, mais en s'y préparant. Moi, ça m'a frappé quand j'ai entendu cette interview de Nicolas Lerner. Il est en train de nous dire que le scénario d'une attaque russe sur l'Europe, qui est en train d'être préparé dans les esprits, c'est possible. L'impensable est possible et envisagé, Général Chevaucy. Oui, de toute façon, je crois que le métier ou la fonction de tous les services et des grands stratèges, je dirais, officiels, militaires en particulier, c'est d'imaginer l'impensable. Je vous rappellerai que le 11 septembre, personne n'y avait pensé, il est bien arrivé. Oui. Donc on est à l'abri de rien. Voilà. Donc par principe, il faut mettre toutes les garanties possibles pour que anticiper ce qui pourrait être impensable. Alors c'est impensable, c'est difficile, je sais, mais on va y arriver. C'est-à-dire au moins mettre des signalements possibles. S'il se passe telle chose, oui, il faut se méfier. Alors, moi, je ne crois pas, je n'ai pas les informations de la DGSE, mais je ne crois pas que ce soit une possibilité réalisable, non pas parce que Poutine ne voudrait pas le faire, mais simplement parce que, vu l'état de la Russie aujourd'hui, je vois mal, que ce soit au point de vue démographique, point de vue militaire, économie, comment elle pourrait s'engager dans une telle entreprise vis-à-vis d'une Europe qui est globalement bien portante, plus nombreuse, avec des armées au total quand même beaucoup plus nombreuses même que celles de la Russie. Voilà, donc moi j'ai du mal à adhérer à la menace. Mais Général Chevaucy, quand on parle d'attaque, on ne parle pas forcément, parce que tous les scénarios sont possibles, de troupes russes qui vont débarquer de Moscou jusqu'à Paris. Mais l'attaque, elle peut prendre différentes formes. Et notamment sur le mouvement du 10 septembre dont on parlait avant que vous arriviez, on sait très bien que les Russes, les réseaux russes, ont fait tout pour exciter, si je puis dire, les réseaux sociaux. Il y a différentes manières de déstabiliser un pays. Oui, la stratégie hybride, elle existe. Et le problème, c'est que les démocraties ont des faiblesses inhérentes à leur fonctionnement. On commencera par beaucoup de libertés qui sont accordées, par principe. C'est le choix même des démocraties. Et qu'à un moment donné, des libertés mal comprises ou mal utilisées peuvent se faire au détriment de la démocratie. On peut prendre l'exemple du vote. On peut très bien avoir le droit de vote, qui est une liberté démocratique, et puis arriver à avoir des gouvernements qui pourraient être antidémocratiques par le vote. Et qu'est-ce qu'on dit ? On dit rien, parce qu'on peut rien dire, puisqu'on est en démocratie, on doit le tolérer. Finalement, comment Hitler est arrivé au pouvoir en 1933 ? C'est bien par un vote démocratique. Oui. Ça s'est transformé en dictature. Quand on voit que Trump aux États-Unis, quand même, et je dis pas que c'est comme Hitler, Trump est quand même autoritaire. La manière dont il est arrivé au pouvoir, quand même, avec un vote quand même assez contestataire, on peut s'inquiéter. On a certains partis politiques en France qui seraient dans le même registre. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On demande à l'armée de prendre le pouvoir pour restituer la légalité ou le bon fonctionnement des institutions ? Non, bien sûr que non. Donc, on ne peut pas dire... on peut dire surtout qu'en démocratie, on est obligé d'accepter le choix des urnes. On doit lutter contre les stratégies hybrides, mais ça veut dire que quand on lutte contre les stratégies hybrides, il y a un moment donné où je pense que notre droit se trouve confronté à une réalité
contre laquelle il ne peut pas lutter avec efficacité. Et je sais que parfois on m'a repris sur cette question-là. Je pense qu'aujourd'hui, les démocraties ont donné tellement de liberté et finalement entravé le pouvoir de l'État dans sa capacité de réaction, qu'aujourd'hui, il est très difficile pour nous de réagir efficacement dès qu'on distingue une menace. Avant de neutraliser la menace, justement, hybride, il faut énormément de textes à respecter. Beaucoup d'associations peuvent se créer. Vous pouvez avoir des recours. Quand on parle du 10 septembre, regardez ce qui se passe avec les Black Blocs depuis bien avant. Bien avant, les Black Blocs, ça fait des années qu'ils empoisonnent toutes les manifestations, y compris de la gauche, par exemple, en France. Mais on ne peut pas les arrêter. Donc, justement, parce qu'on applique l'état de droit. Oui, mais donc, c'est toujours illégal d'arriver avec des matraques dans une manifestation pour frapper... Oui, mais ils y sont quand même. Ah oui, donc, posons-nous la question. La police y sera aussi. Hein. Et il se prépare. Arthur Koenigsberg, sur ce point, je voyais réagir. Oui, sur la préparation du narratif par Vladimir Poutine d'une potentielle prochaine invasion d'un pays qui serait cette fois dans l'Union européenne ou dans l'OTAN, ils ont déjà commencé. Et notamment sur les États baltes. Quand on écoute les débats au Parlement russe, à la Douma, ou ce que peuvent dire le président russe ou le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, on sent qu'ils ne reconnaissent pas du tout la souveraineté et l'indépendance de ces trois pays, et notamment plutôt la Lettonie et l'Estonie, où il y a des minorités russophones. Nous, on est plutôt habitué à ce qu'on entend. Il y a des minorités francophones, etc. Mais il faut se souvenir d'une chose, c'est que Sergueï Lavrov, au tout début de la guerre d'Ukraine, disait « Si des minorités francophones étaient oppressées en Belgique, tous les Européens ou tous les Français trouveraient normal que la France intervienne en Belgique et annexe la Belgique pour défendre les minorités françaises. » Nous, ça nous paraît inconcevable, mais les Russes réfléchissent ainsi. Ces minorités parlent russe, donc ce sont eux les chefs. C'est ainsi que pense le Kremlin. Donc cette préparation du narratif, elle arrive. Il continue de dire que dans la région de Narva, en Estonie, les minorités russes sont opprimées, qu'en Lettonie, les minorités russes sont opprimées. Donc ça prépare le terrain à une potentielle prochaine invasion militaire. Et il compte sur une chose, parce que je suis d'accord avec le général, lorsqu'on voit l'état de l'armée russe, on se demande comment effectivement il pourrait faire face à une attaque vis-à-vis d'un pays européen et de l'OTAN. Mais il compte sur une chose. C'est la démobilisation des Européens en cas d'invasion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sommes-nous certains qu'en cas d'invasion russe de l'Estonie, l'article 5 s'applique, l'article 5 de l'OTAN s'applique? On n'en est pas sûr. Quand on voit l'état et les situations politiques de chaque pays européen, quand on voit l'état de la relation transatlantique avec les États-Unis, imagine-t-on les pays européens rentrer dans une confrontation direct avec la Fédération de Russie pour l'Estonie? C'est ça toute la question. Et c'est ça, si le Kremlin sent cette faille, effectivement, ça prépare une invasion militaire d'un pays européen.